waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Marcel Diédhiou nekk ku jiite kuréel gu tudd Club Pétrole et Mine. Voilà tey li waral journée bi mooy ni que xam nga club bi bañ ko créé daanaka am na at muy club bi nga xamante ni day yëngu ci lépp li nga xamante ni dafa laal pétrole gaz ak mine. Donc mu doon club bi nga xamante ne daanaka ñi ko créé ay intellectuels lañ ay chercheurs yi nga xamante ne ci question pétrolière gazière la ñuy yëngu. Am na ay environnementalistes am na ay sociologues am na ay juristes am na ay professeurs donc am na ressources humaines de qualité yi nga xamante ne ñoo créé club bi. Donc objectif yi mooy lépp li nga xamante ne mooy sensibilisation bi jëm ci wàllum pétrole gaz. Donc bi fondé bu am fondement maanaam texte yi la ñuy utiliser xool lan mooy peut-être suñu avantage nan la ñuy def ba askan wi sénégalais yëpp mën a am ay information ci lu jëm ci question pétrolière gazière. Donc club bi daanaka loolu moo ko tax a jóg donc xel nga xamante ne seen xel màcc na ci secteur bi mooy pétrole ak gaz. Comme ça bu ñuy wax rek ñëpp danañ xam ne waaw ñii ay kàngam lañ ñu am xam-xam lañ ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci mbir mi ñu mën a au moins jotali sénégalais yi nga xamante ne xëy na amuñ ci information. Donc daanaka club bi loolu moo ko tax a jóg donc dañ ciy associé ñi nga xamante ne kuréel yi nga xamante ne dañuy yëngu ci mbir mi mooy ministère bépp ministère bi yëngu ci kii. mooy acteurs yi nga xamante ne tamit dañuy yëngu seen xam-xam màcc na ci pétrole gaz ak mine. Donc daanaka loolu daal mooy objectif club bi ñu ci profité également di invité ñëpp di invité ñëpp muy journaliste muy acteur société civile muy ministère gouvernement ñëpp ñu ñëw comme ça ñu ànd def liggéey gi mooy sénégalais yi ku nekk épuisable des ressources. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les ressources naturelles, l'exploitation peut durer maximum 30 ans. Mais si vous l'épuisez, comment vous allez faire par rapport aux générations futures? La Cour constitutionnelle allemande vient de consacrer le droit de reconnaître aux générations futures un droit. Et donc, la génération actuelle n'a pas le droit de dire que c'est à nous de voir les bénéfices. C'est pour cela qu'il faut que les pouvoirs publics s'assurent à transformer les ressources épuisables en ressources, vous allez dire, durables. L'autre aspect, monsieur le modérateur, c'est maintenant la question des enjeux. Je crois que pour aller très vite, au niveau de ces enjeux, l'un des premiers enjeux qu'on peut identifier, c'est la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Vous savez, quand vous voulez comprendre l'activité dans le secteur extractif, il faut toujours partir de la chaîne de valeur. Pourquoi partir de la chaîne de valeur? Parce que c'est ça qui permettra de voir les niveaux d'intervention de la législation, les niveaux d'intervention aussi de la compagnie. Parce que la gouvernance va dépendre de la maîtrise de la chaîne de valeur. Parce que parfois, on vous dira que, et le prof Kébé peut-être ne l'a pas dit, on vous dit que le secteur extractif génère en termes de fiscalité 161 milliards, mais le secteur de la sous-traitance, c'est-à-dire ce dont la compagnie a besoin en termes d'achat de biens et services, s'élève à 891 milliards. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les activités directes, mais plus les activités qu'on peut qualifier d'intermédiaires. D'où la nécessité, je crois, pour un État, d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de son sous-sol. L'exemple de la Norvège est très intéressant. Avant de décider d'extraire la ressource, il faut connaître son sous-sol. Parce que si vous ne le connaissez pas, ce sont les compagnies qui vont vous donner l'information, par ce qu'on appelle les données sismiques. Et ça, je crois que parfois, ça peut créer ce qu'on appelle l'asymétrie dans l'information, à tous les niveaux. Et donc, nos États, parfois, peuvent être dans des positions de faiblesse qui expliquent que les clauses peuvent être des clauses désavantageuses. L'autre aspect qu'on peut relever, c'est l'utilisation des revenus. Je crois que ce point est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes. Mais les études révèlent que l'exploitation des hydrocarbures à partir de 2023, plus tard 2024 ou 2025, ne va pas rapporter beaucoup à l'État. Bon, on parle de 3% du PIB, il y en a qui avancent 2%, mais le total, ça ne va même pas couvrir les dépenses de santé, aujourd'hui qui correspondent sans doute à 200 milliards, les dépenses d'éducation, 4% du PIB, la dette publique n'en parlons pas parce qu'on est à 60% de notre PIB. Et donc, l'optique, ce sera ce que le professeur Badji dira sur le contenu local en termes d'enjeux.
L'autre aspect, monsieur le professeur, c'est que au-delà de la transparence qui nécessite une publication de tous les contrats, des règles qui permettent aux compagnies d'avoir accès aux droits minéraux, il y a la redevabilité. Et la redevabilité aujourd'hui, c'est le fameux triptyque. Qui opère dans le secteur? On a dit droit de propriété. Qui opère? C'est-à-dire connaître, au fond, les compagnies qui viennent. Ça, c'est extrêmement important. L'autre aspect, c'est sur quel terme les compagnies opèrent. Et ça, c'est la question contractuelle. Et c'est le lieu de rappeler que si dans un pays, vous n'avez pas des critères d'attribution des contrats qui sont standardisés, il est clair qu'on sera dans une logique d'asymétrie. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, en réalité, le contrat est un modèle standardisé. Et parfois, il y a des clauses même qui sont déjà dans la loi, où la compagnie n'a pas à négocier. On les qualifie de clauses négociables et des clauses non négociables. Parce que si vous ouvrez la logique de la négociation en prévoyant tous les termes, mais il est clair que la compagnie va tout faire pour garantir la rentabilité du projet. Et parfois, ça peut être divergent par rapport à la volonté de l'État qui est de maximiser les recettes. Et donc, la maîtrise du régime fiscal est extrêmement importante si vous voulez exploiter les hydrocarbures. Parce que ça devient un enjeu de gouvernance. Pourquoi? Parce que dans les négociations, bon, selon le CONICET, la fiscalité n'est pas le critère le plus déterminant pour décider d'exploiter, mais c'est un critère important parce que, bon, il y a la stabilité, il y a la géologie, il y a d'autres critères. Mais la fiscalité n'est pas importante. Mais elle est importante si la compagnie commence à produire, et c'est pour cela qu'il est important pour l'État de voir, en termes de négociation, comment encadrer la clause de stabilisation. Parce que si l'État dit, pendant toute la période de l'exploitation, aucune disposition fiscale législative ne pourra être appliquée. Ou bien on considère que si l'État décide de l'appliquer, il faut renégocier les termes du contrat. C'est pourquoi d'ailleurs certains pays, quand on parle de clause de stabilisation, ces pays sont choqués, notamment les pays de l'OCDE, ils ne le connaissent pas parce que ça porte atteinte à la souveraineté du Parlement. On zèle la législation pendant toute la période. Et donc, d'où la nécessité, parce que la stabilisation, c'est une clause de protection de l'investisseur privé, mais pas forcément une clause de protection de l'État. Perspective intéressante aussi, c'est la maximisation des retombées. Et le contenu local que le professeur Badji évoquera tout à l'heure, il reviendra, la nécessité de créer des liens intersectoriels pour tirer pleinement, surtout la question de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, si vous voulez, tout ce qui est possibilité en dehors de la fiscalité, c'est-à-dire les achats locaux, l'approvisionnement, la formation, le transfert de technologie, qui est aussi un point déterminant parce qu'aujourd'hui, pour des questions de souveraineté, les pays signent des traités bilatéraux d'investissement pour refuser de laisser la technologie. Parce que si vous laissez la technologie, c'est une question de souveraineté. Et c'est là où le pays aussi doit regarder. Parce que bon, si la compagnie arrive et que bon, on va pas faire voir le pays ce que nous faisons, bon, on va le garder, au bout de quelques années, bon, le pays ne s'en sortira pas. D'où la nécessité, dans les clauses contractuelles, de s'assurer un contrôle et un suivi de ce qu'on appelle le transfert de technologie, qui est extrêmement important, parce que c'est un secteur souvent de haute technologie. Professeur, j'aimerais évoquer le partage des revenus, mais je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais peut-être aller dans les recommandations. Mais pour le partage des revenus, c'est extrêmement important parce que le pays aujourd'hui a mis dans le circuit un projet de loi. Et dans le projet de loi, il est bien de rappeler le pays optique l'arrimage du partage des revenus à la loi de finances. De dire, on va appliquer le principe du lissage des dépenses, on va mettre en place un fonds de stabilisation, on ne va pas tout dépenser, mais on va garantir la budgétisation des recettes, fonds de stabilisation, fonds intergénérationnel, arrimé au fonds 6, pour s'assurer maintenant que le pays ne connaîtra pas ce que les spécialistes de finances appellent l'indiscipline budgétaire. C'est-à-dire, on va s'assurer une stabilité macroéconomique, mais le pays aussi prévoit de faire comme la Norvège, de ne pas dépenser le fonds intergénérationnel au niveau national, mais de faire des placements à l'étranger. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que le fonds norvégien aujourd'hui n'est pas utilisé en Norvège. Ça sert à utiliser ce qu'on appelle l'aide publique au développement dans plus de 112 pays. Et c'est très intéressant parce que ça permettra aux générations futures, ceux qui vont naître, de voir, bon, maintenant on peut aller sur le site Norwegian Bank, voir les mouvements des actifs, les retraits et tout ça, c'est des enjeux de transparence. Donc, font défaut à plusieurs entreprises sénégalaises. Donc, si on a voté cette loi, c'est pour pouvoir
permettre à la main-d'œuvre locale, au secteur privé national, de participer au niveau de toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Donc les objectifs sont clairs, avec des principes qui viennent pour appuyer ces objectifs, avec des organes aussi. Quand je parle d'organes, je pense au comité national de suivi du contenu local. Donc les objectifs sont là. Maintenant, il va falloir s'interroger, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, sur l'effectivité de cette loi. Quand vous dites synchroniser, vous avez l'impression que c'est alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Je prends juste l'exemple du transfert de technologie. Les recherches ont démontré que très souvent, les entreprises qui exploitent le pétrole rechignent en tout cas à transférer cette technologie. Il ne suffit pas simplement de dire qu'il faut un transfert de technologie, il faut s'interroger sur le comment de ce transfert de technologie. Ensuite, la technologie est là un coût. Non seulement la technologie a un coût, est-ce que par exemple les entreprises sénégalaises ont les moyens nécessaires pour acquérir cette technologie? Donc je dis, il va falloir s'interroger. Ensuite, je crois que l'État du Sénégal a été plus ou moins réaliste. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que c'est l'un de ses objectifs, c'est qu'en 2030, qu'on atteigne au moins 50% du contenu local. Ça veut dire que l'État lui-même sait que, n'est-ce pas, même en votant cette loi, ce n'est pas forcément évident qu'on arrive à avoir les 100% du contenu local. J'ai une question par exemple par rapport au contenu local. La presse, nous étions la dernière fois à Dakar, mais on s'est rendu compte là où les pétroles exploités, tout ça côté, les conditions de vie sont très misérables. Quelle appréciation que vous faites? Oui, justement, c'est d'où la question de l'effectivité. Parce qu'en principe, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du décret de 2020-2065, parce que ce décret prévoit la participation du privé national, n'est-ce pas, dans le capital des entreprises qui font soit dans l'exploration ou bien soit dans l'exploitation, que ce soit du gaz ou bien du pétrole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est prévu dans la loi que les emplois qui ne sont pas des emplois qualifiés, que ce soit les personnes qui sont dans le secteur qui puissent s'approprier ces emplois-là. Tout ça revient encore à une question de l'effectivité. On a voté certes des lois, on a adopté des décrets, mais dont l'application peut poser un certain nombre de problèmes. Donc est-ce que ce n'est pas un problème juridique, mais une volonté politique? Écoutez, est-ce que c'est une volonté politique? Là, je ne saurais certainement pas m'aventurer. Je vous dis simplement qu'il y a des institutions qui ont été mises en place pour s'assurer du respect du contenu local. Et ces institutions, ou cette institution, c'est le Comité national de suivi du contenu local. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.